Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtre et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Dans l'histoire humaine, aucun animal n'a été aussi détesté et aussi craint que le loup. Puissant, rusé, chasseur infatigable mais également animal social, le loup nous ressemble peut-être trop. C'est au Moyen-Âge que s'est scellé le sort de ce grand prédateur. C'est au cours de ces 10 siècles en effet que s'est forgée cette image de grand méchant loup, de diable incarné, de bête féroce qui ne devait plus jamais le quitter. J'espère que vous êtes bien accrochés, car pour comprendre comment les médiévaux ont vécu avec et contre ce canidé, il va falloir nous jeter dans la gueule du loup, littéralement. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Il y a peu de peurs aussi viscérales, aussi solidement ancrées en nous que celles inspirées par une paire d'yeux jaunes qui brillent entre les arbres au cœur de la nuit. Pourtant, les siècles passés ne manquent pas de tourments horribles et effrayants. La famine, la maladie, la guerre ont rythmé la vie des sociétés humaines pendant quasiment toute leur histoire. De ces tourments, pourtant, aucun n'est aussi effrayant que celui d'une patte griffue prête à nous déchirer, d'une gueule hérissée de crocs pointus prête à nous dévorer. Il y a quelque chose en fait de primordial dans cette peur, qui dépasse même le loup en tant que tel. La famine, la maladie et la guerre peuvent nous écraser, nous anéantir de leur violence aveugle et sourde, mais aucune d'entre elles ne nous dévore. Face à la bête sauvage, nous sommes réduits au statut de proie. Le prédateur n'est pas intéressé par notre âme ou par nos biens matériels. Rien de ce qui fait notre humanité et notre culture ne l'attire. Il ne veut que notre corps, notre partie la plus animale, de la chair fraîche. Par sa voracité, en fait, le loup nous ramène à ce que nous sommes intrinsèquement, des animaux intégrés dans la grande chaîne alimentaire, et il nous fait douloureusement sentir que nous ne sommes pas tout à fait en haut de cette pyramide biologique. Ça, c'est pour le côté freudien, vous ne m'en voudrez pas, j'espère. Dans cet épisode, justement, nous allons tenter d'aller plus loin que la simple peur du loup. Vous le savez, le propre d'Homo sapiens, c'est de créer des fictions, de développer un monde imaginaire encore plus riche que le monde réel. On l'a vu avec l'ours, déjà. L'animal lui-même n'a quasiment pas évolué au cours des 10 siècles médiévaux, mais sa perception par les sociétés humaines, elle, a eu le temps de connaître 3 étapes majeures. Alors non, je ne vais pas vous le redire, je vous laisse aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. En tout cas, cet épisode sur le loup que vous êtes en train d'écouter est un vrai parallèle à celui sur l'ours. 2 grands prédateurs, puissants et redoutables, que la société médiévale a tour à tour vénérés puis détestés. Mais les similarités s'arrêtent là. L'histoire médiévale de l'ours, c'est celle finalement d'un ancien dieu ridiculisé. Au XVe siècle, le plantigrade poilu a quasiment disparu de tous les pays de plaine et la plupart des médiévaux n'en voient plus que la version diminuée, moquée, lorsque les dresseurs d'ours lui font faire des tours de clown pour amuser la galerie. La peur du loup, au contraire, ne fait que se développer, gonfler et s'amplifier au cours du Moyen-Âge. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est celle d'un animal commun, bien connu de tous, qui va devenir peu à peu l'ennemi juré de l'homme, le symbole du mal incarné que les sociétés humaines se doivent d'exterminer. L'ours a disparu par hasard, au gré de la chasse que lui ont fait les hommes. Le loup, lui, a été volontairement massacré.
Et l'hécatombe qui va s'abattre sur le canidé au cours de l'époque moderne et contemporaine plonge ses racines dans les siècles médiévaux, au moment où le loup imaginaire, féroce et sanguinaire commence peu à peu à remplacer dans les esprits le loup réel. Et c'est quoi justement le loup réel? C'est quoi cet animal? Eh bien déjà pour vous donner une petite idée, la norme actuelle en termes de taille est équivalente à peu près à celle d'un gros berger allemand. Environ 30 à 40 kg pour 50 à 80 cm au garrot. C'est déjà une belle bête. Les femelles sont généralement plus fines que les mâles et le record de poids pour un loup européen a été battu en 1942 dans les Carpates avec un mâle gigantesque qui pesait 90 kg. Alors, c'est pas évident de savoir si les loups médiévaux ou même de l'époque moderne étaient plus gros qu'aujourd'hui, mais je peux quand même vous dire que l'animal qui a été identifié comme étant la bête du Gévaudan dans le rapport rédigé au cours de l'autopsie le 20 juin 1767 pesait environ 53 kilos. Et le rapport dit bien que la bête était d'une stature hors du commun, donc on peut penser que les loups du XVIIIe siècle n'étaient pas beaucoup plus gros en moyenne que ceux d'aujourd'hui. Mais même à 30 ou 40 kilos, le loup est un animal vraiment redoutable. Sa mâchoire est suffisamment puissante pour briser un os en deux, donc ça rigole pas. Mais surtout, le loup est une formidable machine de chasse. Infatigable, extrêmement endurant, capable de franchir plusieurs dizaines de kilomètres en une seule nuit, sa fourrure est recouverte d'une sorte de sécrétion qui lui permet de résister au grand froid, tout comme ses pattes qui ne gèlent pas et lui permettent de se déplacer dans la neige sans problème. Pas besoin de lui mettre de petites chaussettes toutes mignonnes, comme pour les huskies. Si jamais vous avez fait du chien de traîneau, vous voyez de quoi je parle. Le trait le plus marquant du loup, c'est sa capacité d'adaptation. C'est pas dur, il peut vivre à peu près partout et adapte son régime alimentaire en fonction de ce qui lui tombe sous la dent, tout simplement. Son biotope de prédilection, c'est la plaine, émaillée de forêts où il peut se cacher et mettre au monde ses louveteaux, tranquilles. Aujourd'hui, on le trouve surtout dans les zones montagneuses, mais c'est plus une conséquence de la désertion des montagnes en fait. Là-bas, au moins, il est plutôt tranquille. Mais dans les siècles passés, on le rencontrait partout en France et en Europe. Et surtout, autre trait caractéristique, le loup est un animal éminemment social. Et la société du loup, c'est ce qu'on appelle la meute. Une meute, en fait, c'est un groupe d'une dizaine d'individus au maximum, organisés autour du couple de loups alpha. Carrure de mâle, virilité. Alors le couple alpha, c'est le seul qui se reproduit et il dirige concrètement la meute. Les autres loups adultes peuvent toujours contester cette hiérarchie, si ça leur chante, mais en cas de défaite, ils doivent alors soit quitter la meute et essayer d'en créer une autre ailleurs, soit se soumettre et devenir dans ce cas des loups bêta. Pas de blague, c'est déjà assez dur pour eux. Le truc, c'est que le loup est territorial. La meute défend son espace contre les autres meutes, mais c'est rare que des conflits territoriaux dégénèrent vraiment en guerre ouverte entre clans de loups. Entre eux, de toute façon, les loups sont plutôt sympas. Hormis les conflits, pour accéder à la tête du clan, la plupart des problèmes se règlent au moyen de mimiques et de vocalises très variées qui témoignent d'une vie sociale très riche chez nos potes les loups. L'autre rôle de la meute, c'est d'aider à la reproduction. Les louveteaux sont élevés par toute la meute en fait, chacun y met la patte, si on peut dire. Et un autre trait important à garder en tête, mais ça on va y revenir, c'est le comportement du loup. Les études biologiques décrivent un animal craintif, méfiant, qui déteste l'odeur de l'homme et s'en tient le plus loin possible. Mais il y a là en fait une contradiction flagrante avec son comportement historique, comme on va le voir très vite. Retenez juste qu'un loup adulte ne peut pas manger un homme entier. La capacité maximale de son estomac n'est que de 10 litres, donc à peu près le double de la nôtre. Donc en fait, un loup ne risque pas de vous avaler tout cru, comme dans Le Petit Chaperon Rouge. Mais il a quand même de quoi vous boulotter quelques bouts, ça c'est sûr. Bon, alors tout ça c'est bien, mais ici on est sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, pas sur la biologie dans tes oreilles, non? Alors c'est parti, maintenant qu'on connaît un peu mieux notre canidé préféré,
plongeons dans l'épaisseur des siècles historiques et remontons le temps jusqu'au début du Moyen-Âge, dans cette Europe couverte de forêts où les loups règnent en maître. Le Haut Moyen-Âge est le temps des loups. Avec le délitement de l'Empire romain en Occident et les mutations culturelles liées à l'arrivée des peuples barbares, le paysage européen change profondément. Alors, je parle de forêt, mais en fait, c'est pas exactement ça, vous le savez. Le paysage européen du Haut Moyen-Âge, c'est plutôt une mosaïque complexe de biotopes très variés. De la forêt, comme on la connaît, mais aussi des clairières, des zones humides, des landes, des marécages, des taillis, et bien sûr des champs. Bref, c'est autant un paysage de ronces qu'un paysage de chênes, si vous voulez. Alors vu d'aujourd'hui, c'est sûr, on a l'impression d'une régression. Vous pensez bien, on est passé des beaux champs bien ordonnés de l'Empire romain, avec les routes et tout, à une espèce de forêt marécageuse qui grignote la civilisation. Mais comme souvent en histoire, la réalité est plus complexe. En fait, ce sont les pratiques agricoles elles-mêmes et le rapport aux espaces sauvages qui ont changé. Quand on se la pète, on parle de civilisation sylvo-pastorale. En gros, l'apport calorique des populations dépend de plus en plus de ce que les espaces naturels fournissent, justement. La frontière devient floue. On cultive des céréales dans les clairières, mais on profite également de toutes les racines et les fruits qu'on trouve en forêt, ainsi que du gibier qu'on peut chasser dans les marécages. Les glands que produisent les chênes fournissent une nourriture abondante pour les troupeaux de porcs semi-sauvages qu'on laisse se goinfrer dans la forêt avant de les zigouiller dès l'hiver arrivé. Sauf que ces territoires variés, riches en ressources de toutes sortes, eh bien c'est le loup qui en est roi. Avec une telle variété de biotopes, il a plein de choses chouettes à se mettre sous la dent. D'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant, mais figurez-vous que le développement de l'élevage porcin est peut-être justement lié à cette omniprésence du loup. Et oui, alors c'est une hypothèse, mais il paraît que l'augmentation du nombre de loups lors de la chute de l'Empire romain aurait poussé les porcs sauvages à se rassembler en troupeaux pour mieux se protéger, et que des paysans pas trop cons auraient commencé à domestiquer ces troupeaux. Pour eux, en fait, c'est tout bénef. Les porcs sauvages ont l'habitude du loup, et leur nombre ainsi que leur défense acérée suffisent à protéger l'investissement du paysan. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on sait à peu près combien il pouvait y avoir de loups dans ces premiers siècles médiévaux, le 5e et le 6e par exemple? Bah honnêtement, c'est pas évident, mais on va quand même essayer. Les premières estimations solides que font les historiens concernent la toute fin du 18e siècle, donc au moment de la Révolution quoi. À cette époque, on estime que la France comptait de 20 à 30 000 loups en activité. Déjà, c'est pas mal. Mais pour les périodes plus anciennes, alors? Combien? Bon bah déjà, on peut sans doute oublier l'image de hordes de loups qui dominent la forêt. La biologie du loup régule le nombre de prédateurs en fonction des ressources disponibles, donc il y a peu de chances que le saltous du Haut Moyen-Âge ait été vraiment cousu de canidés aux dents pointues. En 814, une lettre de l'évêque de Toul, un certain Frothaire, adressée à ce bon Charlemagne, donne quand même une petite idée. Il explique qu'en une année, sur un diocèse dont la taille équivaut à peu près à un département français actuel, il a tué 240 loups. Enfin, pas lui précisément, mais disons qu'il a piloté l'effort de chasse, depuis son palais épiscopal. Alors si on extrapole en utilisant les données biologiques actuelles, on peut estimer que le diocèse de Toul comptait peut-être 500 à 700 loups, soit entre quelques dizaines et une centaine de meutes. Donc si on extrapole encore, mais là ça devient vraiment très périlleux en termes de statistiques, on peut imaginer qu'il y avait peut-être alors 50 000 loups en France. Mais ça ne repose vraiment pas sur grand-chose, attention. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, on estimait à 1 millier le nombre de loups présents sur le territoire français, et à peu près 2000 en Italie. Savez-vous combien il y a de larbins comme vous dans ce palais? 800. Alors? Donc pas mal de loups dans les forêts européennes. Mais comment ça se passait alors, la cohabitation?
Est-ce que les médiévaux de ces tout premiers siècles vivaient dans la peur permanente de finir sous les crocs de la bête féroce? C'est difficile à dire, mais il semble que non. Déjà, si on prend les codes de loi barbares, vous savez, les codes qui ont été créés par les rois barbares pour mettre par écrit la coutume orale de leur peuple, donc si on prend les codes barbares, force est de constater que le loup ne peuple pas vraiment les articles. Dans la loi des Lombards, codifiée en 643, on a une seule mention, et en fait c'est une compensation financière pour qui aurait violé le droit de chasse d'autrui, y compris pour un loup. Alors c'est pas fameux. Dans la loi des Visigoths, on n'a rien du tout, et dans la loi des Burgondes, on a encore un seul article qui concerne, tenez-vous bien, la compensation à fournir si jamais quelqu'un est tombé par inadvertance dans votre piège à loup. D'ailleurs, ça a l'air d'être un piège assez complexe. En gros, c'est une branche qui est tendue à l'extrême, retenue par une corde, et quand un loup ou un paysan malchanceux marche sur la corde, la branche se détend et envoie une flèche sur la créature. L'article mentionne également quelques règles pour éviter que n'importe qui tombe dans le piège, c'est quand même sympa. Amos Slade, vous avez la gâchette trop facile, donnez-moi ce fusil! Donc du côté des lois, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si on peut dire. Clairement, on considère alors que la cohabitation avec le loup est banale, et que c'est une affaire qui regarde ceux qui y sont confrontés. Le roi n'est pas concerné. Dans les chroniques, on voit à peu près la même chose. Les loups ne sont mentionnés que lors d'événements spectaculaires ou catastrophiques, lorsqu'ils sortent de leur comportement habituel, en fait. Grégoire de Tours, le grand historien des premiers royaumes francs, mentionne par exemple l'irruption d'un loup dans la cité de Poitiers en 580. En 888, Raoul Glaber, un autre historien, raconte cette fois une histoire plus difficile à croire. Au petit matin, un loup serait rentré dans une abbaye d'Orléans et aurait fait sonner les cloches en prenant la corde entre ses dents. Bon, là on est plus dans l'ordre du présage, puisque Raoul Glaber estime que Dieu avait ainsi averti la cité que l'année suivante, en 989, un terrible incendie la détruirait complètement. Franchement, sur le coup, Dieu aurait pu être un petit peu plus clair. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te fasse un signe? Tu as un coup de foudre dans ta gueule? Comme d'habitude, vous le savez, c'est avec ce bon Charlemagne que les choses vont commencer à changer. À la toute fin du IXe siècle, probablement vers 800, le Carolingien publie le capitulaire De Willis, un texte de loi régissant le fonctionnement du domaine royal. Et là, c'est le début des ennuis pour les loups. Charlemagne exige que la peau de tout loup tué dans ses domaines lui soit apportée et ordonne que les louveteaux soient détruits lorsque vient le mois de mai au moyen de tout un arsenal d'hameçons, de fosses, de pièges et de poisons. La bagarre monte en régime et l'empereur récidive en 813 avec un autre capitulaire nommé Aquis Granense. Là, il ordonne carrément que 2 officiers louvetiers soient entretenus dans chaque circonscription pour détruire le prédateur. Donc on est passé d'une affaire privée à une affaire publique. Désormais, tuer le loup est un acte d'intérêt général. C'est dans ce contexte d'ailleurs que notre Fayot d'évêque de Toul, le fameux Frotaire, écrit tout content sa lettre à Charlemagne pour lui dire qu'il a bien tué les loups comme l'empereur l'a exigé. Franchement, quel lèche-botte celui-là, Vous êtes une royale image de dignité, de magnificence, de noblesse, de chevalerie. Oh, tu exagères un peu, persifleur. Enfin, attention quand même, quand je dis intérêt général, c'est quand même à nuancer. D'abord, le capitulaire De Willis ne concerne que les domaines royaux, et on a de bonnes raisons de penser que la préservation du gibier impérial était plus importante aux yeux de Charlemagne que les souffrances du bas peuple dans cette histoire. Mais surtout, cette volonté nouvelle d'éradiquer le prédateur est en fait clairement politique. Et c'est pas la première fois. À la fin du IXe siècle déjà, Charlemagne a ordonné la destruction des ours de Saxe. Tiens, mais ça vous rappelle rien? Mais si, évidemment, la guerre contre les Saxons. Encore un super épisode, ça d'ailleurs. Et oui, l'ours était considéré comme une quasi-divinité par les Saxons. Détruire l'ours, comme détruire le loup, c'est montrer l'arraisonnement de la nature magique et païenne par l'Église triomphante. Ce que Charlemagne veut arracher aux forêts de l'Empire, ce n'est pas seulement le prédateur en chair et en os, mais c'est aussi le symbole de ce qu'il représente.
Et oui, car le loup représente, dans les sociétés païennes du moins, un animal fortement symbolique. On peut même parler d'un mélange étrange de crainte et de vénération. Clairement, c'est dans la culture scandinave qu'on croise les loups les plus impressionnants, et notamment dans l'Edda, un ensemble de poèmes écrits par Snorri Sturluson en Islande au début du XIIIe siècle, mais puisant largement dans la tradition culturelle scandinave du Haut Moyen-Âge. Alors vous connaissez forcément certains noms de loups dans la mythologie scandinave, ne serait-ce que celui de Fenrir, le loup monstrueux qui sème le chaos. Pour l'immobiliser, les dieux font appel aux nains forgerons qui créent pour eux un lien indestructible, un ruban appelé Gleipnir et constitué d'éléments pour le moins originaux. De la barbe de femme, du bruit de pas de chat, du tendon d'ours, du souffle de poisson et des choses du même genre. Rusé, Fenrir accepte de tester le lien à la seule condition que l'un des dieux accepte de placer une main dans sa gueule. Tyr, le dieu de la guerre, est le seul assez courageux pour accepter et l'histoire lui coûte une main puisque le ruban magique emprisonne effectivement le monstre. Pas de bras? Pas de chocolat? Mais attention, ça n'est pas la fin. Dans l'Edda, Fenrir parvient à se libérer à la fin des temps et sa libération donne le signal du Ragnarok, la destruction du monde. Et ensuite, on le retrouve dans Harry Potter sous les traits d'un loup-garou. D'ailleurs, Fenrir a 2 fils, eux aussi des loups géants, qui l'assistent dans son entreprise de destruction. Ils s'appellent les Managarm et ont chacun un joli nom. Hati, c'est-à-dire haine, poursuit la lune, et Skeul, c'est-à-dire répulsion, poursuit le soleil. Cette course céleste se poursuit inlassablement jusqu'à la fin des temps. Lors du Ragnarok, justement, Hati et Skeul parviennent enfin à gober les astres qu'ils pourchassent, plongeant le monde dans les ténèbres. D'ailleurs, il y a un groupe de folk metal suédois qui s'appelle Managarm, vous connaissez ? Sympa, non? Mais ce n'est pas tout, attendez. Je vous l'ai dit, le loup a une image très ambivalente dans la mythologie scandinave et germanique. Odin, le roi des dieux, possède 2 loups qui lui servent de garde du corps, qui s'appellent Geri et Freki, c'est-à-dire littéralement avide et violent. Encore un beau programme. Ces 2 adorables toutous mangent la nourriture qu'Odin leur laisse, lui-même ne buvant que du vin. Donc un ivrogne et 2 loups voraces, ça promet. Parmi les nombreux guerriers qui l'entourent, Odin peut également compter sur les fameux berserkirs, vêtus de peau d'ours, mais également sur les Ulfednir, qui se couvrent d'une fourrure de loup. Ces guerriers féroces sont réputés boire le sang de leur animal totem pour bénéficier de sa force au moment d'aller à la baston. Là, on n'est pas sur de la frappe chirurgicale, ça devait bien envoyer comme il faut sur les champs de bataille du Valhalla. Globalement, ce caractère ambivalent du loup traverse toute la culture scandinave et germanique, mais je n'ai pas trouvé grand-chose pour la culture gauloise, par contre. Le prédateur n'a pas la puissance brute de l'ours, mais il est révéré pour sa ruse, son endurance et sa férocité. C'est un animal de guerrier, dont on retrouve d'ailleurs le nom dans Beowulf, c'est-à-dire littéralement loup de Thor. À Marlenheim, en Alsace, on a par exemple retrouvé la sépulture d'un guerrier mérovingien du milieu du 7e siècle qui a été enterré avec une côte de loup. On a donc de bonnes raisons de penser que dans l'Europe du Haut Moyen-Âge, c'est cette vision du loup qui prévaut. Le carnassier est un compagnon habituel des humains, à la fois furtif et en même temps toujours présent. Ceux qui le côtoient au quotidien louent ses qualités tout en redoutant de devoir l'affronter. Mais comme pour l'ours, le loup va rapidement perdre cette ambivalence culturelle en se confrontant à un adversaire des plus féroces, le christianisme.
Avec le christianisme, le loup va trouver un adversaire à sa taille. Il faut dire que dès les premiers textes sacrés, le carnassier n'apparaît pas franchement comme un compagnon recherché. Dans le Nouveau Testament, le canidé a la figure du lupus rapax, le loup ravisseur, celui qui enlève les brebis. Bon, il faut dire que la Bible file, c'est le cas de le dire, la métaphore du mouton. Les fidèles sont comme un troupeau que le berger, c'est-à-dire Dieu, protège des loups, c'est-à-dire du diable. C'est le point de départ de ce que le juriste Alain Suppiot a nommé le modèle politique pastoral, qui continue d'ailleurs à influencer profondément les sociétés occidentales actuelles. En gros, sans rentrer dans le détail, le modèle pastoral, c'est cette idée d'une organisation hiérarchique de la société qui vise à produire un ordre. Chacun sa place, chaque mouton du troupeau doit être fidèle au berger s'il désire bénéficier de sa protection. Bon, alors sans plonger dans des théories politiques capillotractées, on peut quand même noter que sous la plume des clercs, le loup acquiert une image uniformément négative, bien loin de l'ambivalence qui caractérisait la version germanique et scandinave. Sacrément négative même, car le loup devient en fait le symbole du mal incarné. Violent, cruel, perfide, tuant pour le plaisir, vivant dans la nuit et se réfugiant dans les zones sauvages les plus reculées. Plus généralement, la vision cléricale tend en fait à séparer clairement la civilisation de la sauvagerie. La civilisation est ordonnée et fidèle à Dieu, tandis que les territoires sauvages sont le domaine du démon, de la tentation et de l'absence de règles. C'est normal après tout, puisque le christianisme est né dans cette civilisation urbaine qu'était la Rome antique, rien de nouveau là-dedans. Or, le loup est clairement l'emblème de la vie sauvage. Il peut même être considéré à certains égards comme une sorte d'homme à l'envers, comme disait Fred Vargas. Il vit en couple fidèle au sein d'une petite société hiérarchisée et il est intelligent, endurant et féroce. Mais à la différence du croyant, il vit exclusivement dans la nature sauvage et surtout il vit la nuit. Bref, il a tout pour devenir l'affreux Jojo des écrits cléricaux. Je peux t'aider, je suis le diable. Vous êtes surtout bourré, ouais. Ah peut-être, mais je suis le diable. Cette vision cléricale, on la trouve très présente dans deux types de sources majeures pour l'historien, que sont les vies de saints et les bestiaires. Côté vie de saints, là, c'est classique. La christianisation des populations rurales passe par ces personnages presque héroïques, accomplissant toutes sortes de miracles, qui intègrent en fait au christianisme différents éléments issus d'anciennes cultures païennes. Les saints qui peuvent vaincre les loups bénéficient ainsi du fond d'admiration qui reste à l'endroit du prédateur. S'imposer face à un loup, c'est en effet un miracle très impressionnant. Des saints lupophobes, on en trouve à la pelle, et l'histoire est toujours la même. Saint Malo par exemple. Alors qu'il voyage en pleine forêt, un loup saute sur lui et dévore l'âne qui portait ses bagages. Aussitôt, grâce à l'aide divine, Saint Malo contraint le loup à porter ses bagages à la place de l'âne disparu. Pareil pour Saint Benoît, Saint Hervé ou Saint Loup, le bien nommé. Pour Saint Eusis, c'est un peu différent. Là, le loup a mangé le chien qui gardait les brebis et le saint l'oblige à prendre sa place, donc voilà le loup domestiqué finalement. C'est un peu un retour à l'Antiquité puisqu'on pense que les premiers chiens sont issus des loups. Mais l'histoire la plus célèbre, c'est celle de Saint François d'Assise, évidemment. À la fin du XIIe siècle, un énorme loup anthropophage désole la ville de Gubbio, dans la province montagneuse d'Ombrie. Alors là, c'est une double anomalie finalement, puisque non seulement le loup est plus gros que la moyenne, mais en plus il mange des gens. Le saint arrive et sermonne la bête. Quand même, manger des gens, c'est pas très sympa, maintenant tu arrêtes. Et là, miracle, le loup place ses pattes avant dans les mains de François et jure de ne plus manger personne en échange de la nourriture que lui apporteront les habitants du coin. Et tout est bien qui finit bien. La deuxième source donc, ce sont les bestiaires, mais ils ne sont pas beaucoup plus crédibles. Ils ne montrent pas ce qu'est le loup réellement, mais plutôt comment les clercs et les superstitions populaires perçoivent le prédateur. On y apprend par exemple que le loup affamé met sa patte devant son museau lorsqu'il hurle pour donner l'impression d'une meute de loups qui tient la forêt. Le loup peut se nourrir d'air et de vent, mais il n'est jamais rassasié. Et sa morsure est venimeuse car il dévore des crapauds, des charognes et des cadavres en putréfaction.
On retrouve également des légendes sur le pouvoir de pétrification du regard lupin, un peu comme le basilic dans Harry Potter. À la seule différence que si c'est l'homme qui voit le loup en premier, dans ce cas c'est le loup qui est paralysé. Mais s'il tue par un simple regard, pourquoi personne n'est mort? Bref, avec tout ça, on est bien avancé. Ah bah si, j'oubliais une source importante quand même, le roman de Renard. Celui-là, on peut le ressortir à toutes les sauces dès qu'on parle des animaux médiévaux, ça c'est pratique. Le roman de Renard, en fait, c'est un ensemble de poèmes écrits à plusieurs mains à partir de la fin du XIIe siècle. Toutes les pièces déroulent leur intrigue dans le même univers, un monde d'animaux anthropomorphes dont le héros est renard, rusé, fourbe et machiavélique. Alors, il y a bien sûr un loup dans l'affaire, et comme pour le personnage de l'ours, si vous vous rappelez, eh bien l'animal n'est pas clairement mis en valeur. En l'occurrence, il s'agit d'Ysengrin, qui est également le chef des armées royales. Alors, il est décrit comme étant très laid. Il est sale, décharné, noir, avec une queue mince et sans poils, là où Renard jouit d'une belle grande queue touffue. Ah, n'y voyez aucun sous-entendu. Elle est grosse, votre épée. Ouais, comme ma queue. C'est bonne farce, ça, c'est bonne farce. Encore que, puisque la femme d'Ysengrin, la louve Ersan, est présentée comme une dépravée lubrique qui passe son temps à tromper son mari, dont même une fois avec Renard. D'ailleurs, le personnage d'Ysengrin serait a priori l'un des tout premiers de ce monde zoomorphe, puisqu'il est issu d'un poème germanique un peu plus ancien, dans lequel le personnage du loup constituait une satire du moine bénédictin, rapace, méchant et feignant. Le nom d'Ysengrin signifie apparemment quelque chose comme casque de fer ou masque cruel, quelque chose de pas très vendeur, quoi. Contrairement d'ailleurs à la vision ecclésiastique, là le loup est constamment ridiculisé. Il est stupide, vorace, colérique et jaloux, et personne ne l'aime. Mais, pour dire vrai, ce personnage d'Ysengrin est plutôt isolé dans la littérature médiévale. Généralement, c'est plutôt le caractère cruel et sanguinaire du loup qui est mis en avant dans les œuvres médiévales. La réalité, en tout cas, c'est que l'emprise croissante de l'Église sur la société, avec la réforme grégorienne notamment, coïncide avec un changement majeur dans les relations entre le loup et l'homme. Avec la croissance économique qui anime l'Occident dès le XIe siècle, les territoires sauvages reculent, dévorés par les champs qui s'étendent peu à peu à perte de vue. La civilisation progresse et triomphe, tandis que le loup se voit contraint de se réfugier dans les rares forêts qui restent debout. Et c'est dans ce monde qui change que les ennuis vont commencer pour l'homme comme pour le prédateur. L'Occident a désespérément besoin de bois. Vous vous souvenez, on en a parlé dans l'épisode sur le bain au Moyen-Âge. Pour vous refaire le topo, les siècles centraux de la période voient à la fois la ressource en bois diminuer à mesure que les champs grignotent la forêt et la demande en bois augmenter dans le même temps pour soutenir la frénésie de construction civile comme militaire, les besoins artisanaux, industriels même, et bien sûr le chauffage et la cuisine. Bref, les espaces sauvages sont mis à rude épreuve, le territoire de la forêt se réduit de décennie en décennie, et l'ancien paradis du loup n'est déjà plus qu'un lointain souvenir lorsque le XIIIe siècle touche à ses dernières années. Forcément, vu la situation, les relations entre les hommes et les loups ne pouvaient que se dégrader. En 1114, le synode de Compostelle se réunit autour d'un évêque sous pression de ses ouailles. Il pousse ainsi une décision imposant aux représentants des trois ordres que compte la société, c'est-à-dire aux guerriers, aux clercs et au reste, de se mobiliser chaque samedi dans le diocèse de Compostelle pour détruire le loup. C'est une première, mais rapidement cette furie vengeresse contre le prédateur va devenir la norme.
Sous le règne de Philippe Auguste, entre 1180 et 1214, on voit renaître dans les contes la très ancienne institution des louvetiers. Ça faisait depuis l'époque de Charlemagne en fait qu'on n'en avait pas entendu parler. Sous Saint-Louis, au milieu du XIIIe siècle, les premières primes sont instaurées pour inciter nobles et paysans à la chasse au loup. Sous Philippe le Bel, au tout début du XIVe siècle, la louveterie est devenue une véritable institution et les grands féodaux commencent à développer leurs propres moyens de lutte contre le carnassier. Pour l'historien, cette évolution est très intéressante car on a désormais plein de sources, à la fois pour le domaine royal et pour les grands fiefs comme la Bourgogne par exemple. Et ça ne s'arrête pas à la France d'ailleurs. L'Angleterre s'illustre également par sa politique encore plus féroce à l'encontre du loup. En 1135 déjà, le roi Henri Ier Beauclerc dispose de plusieurs louvetiers qui tiennent la bête en respect. En 1281, le fameux Édouard Ier, le marteau des Écossais, dont on a déjà parlé, ordonne même un vaste effort de débroussaillement. Selon lui, les broussailles et les fourrés sont défavorables aux cerfs, gibier royal par excellence, mais constituent au contraire un refuge propice aux loups. Oui, faites attention, parce qu'il y a un loup qui rôde dans les parages en ce moment. Il l'a senti, Couché, Gaspard. Le problème, c'est que chasser le loup, c'est très compliqué. Il ne suffit pas d'avoir un louvetier comme ça sous la main pour débusquer la bête, non. L'animal est robuste et endurant, naturellement furtif, et la chasse à courre menée par les louvetiers est un exercice harassant qui peut durer des jours par n'importe quel temps. Et trouver des bons chiens pour chasser le prédateur est également très difficile. Les toutous ont une répugnance naturelle, une sorte de peur instinctive du loup, et il faut des années d'entraînement pour forger le mental et les qualités athlétiques des gros matins qui sont employés contre les loups. Et attendez, parce que c'est pas tout. Il faut également beaucoup d'équipements, des filets et du poison, des gros colliers ferrés pour protéger les chiens de la puissante morsure du loup, des chevaux, des valets, bref tout ça, ça coûte masse de thunes. Il existe bien des pièges statiques, mais eux aussi coûtent super cher. Les louvières par exemple, qu'on appelle aussi des fosses à loups, sont des sortes de trous maçonnés en forme de cône inversé, profondes d'au moins 4 mètres, pour empêcher le loup qui tombe dedans de ressortir. En termes de travaux de terrassement et de maçonnerie, mais également d'entretien, il y a donc du boulot. Les autres pièges, les horribles machines en métal aux mâchoires acérées, ou les pièges plus subtils utilisant des cordes et des appâts, ne sont pas forcément très efficaces non plus, en plus d'être super dangereux. Bref, vous savez comment ça fonctionne, surtout en France. Qui dit politique publique coûteuse dit évidemment nouvel impôt. Sur le territoire français en tout cas, on appelle cet impôt la taille au loup. Taille, c'est un mot un peu fourre-tout qu'on utilise au Moyen-Âge pour désigner un impôt, quelle que soit sa finalité. La taille au loup, donc, c'est une imposition du début du XIVe siècle, visiblement, au moment où la politique de lutte contre les loups se structure. Les louvetiers investis par le roi ou par les grands féodaux se voient autorisés à percevoir un impôt sur tous les foyers à chaque fois qu'ils capturent un loup, généralement dans un rayon de 2 lieues, donc en gros quelque chose comme 6 à 8 km autour de la zone de capture. Évidemment, pas besoin de vous dire que les habitants du coin ne sont jamais très contents de voir débarquer le louvetier avec son trophée pour demander sa taille. Certes, ça fait toujours un loup de moins, mais les paysans sont souvent en plus convoqués pour participer à des battues, ce qu'ils détestent parce que ça prend du temps et que c'est chiant, et les louvetiers ne paraissent pas toujours très efficaces dans leur travail. Par contre, il y a quelque chose que les paysans adorent et qui est très efficace, en plus d'avoir un coût très modique, c'est de soutenir le Moyen-Âge dans tes oreilles sur Patreon. Je travaille à temps plein sur le podcast, donc si jamais vous souhaitez me soutenir ponctuellement ou par abonnement, je vous mets le lien dans la description. Vous verrez, il y a tout plein de contenus très chouettes. Et bien sûr, pour en revenir à la taille au loup, vous vous en doutez, un droit aussi exorbitant donne lieu à énormément d'abus. Les louvetiers n'hésitent pas à mentir sur le lieu de la capture pour étendre la zone d'imposition ou à utiliser la carcasse à 2 endroits pour maximiser le profit. Mais si, t'inquiète, je t'assure, je l'ai prise dans la forêt à côté, pose pas de questions, paye ton impôt. En ce milieu de XIVe siècle, la colère gronde partout en Europe occidentale contre les exactions des louvetiers.
Après 3 siècles de croissance économique, le ciel se couvre à nouveau de nuages. La belle dynamique s'enlise, le moteur cale, et l'Europe connaît ses premières grandes famines depuis des générations. Et quand les temps difficiles reviennent, les loups ne sont jamais loin derrière. Les 14e et 15e siècles ne sont clairement pas des moments faciles pour l'Europe. Déjà, le retour de la peste à partir de 1347 plonge le continent dans le chaos. Avec une réplique tous les 20 ans environ, l'épidémie va labourer la chrétienté jusqu'au début du XVIIIe siècle, saignant les populations à blanc et jonchant les rues et chemins de cadavres sans famille pour les enterrer. Et vous commencez à connaître le loup maintenant. C'est un opportuniste. Pourquoi aller se casser les crocs sur un gros cerf bien gras quand on peut festoyer directement sur un macabé au bord du chemin? C'est facile, d'autant qu'en plus de la peste, la guerre vient rejoindre le mouvement. Les 14e et 15e siècles ne manquent pas de conflits. Guerre de 100 ans, évidemment, mais également révolte des cités flamandes, guerre de succession de Bretagne et de Castille, guerre des Deux Roses, guerre de Bourgogne, ça ferraille dans tous les coins. Si le loup pouvait encore faire le difficile, à l'idée de boulotter des pestiférés couverts de bubons, là, avec les combats, c'est un vrai panier garni. Des soldats bien sains, bien musclés, qui fondent sous la dent, quasiment amenés sur un plateau d'argent. Quelque part, c'est presque même une revanche mythologique. Les guerriers d'Odin buvaient du sang de loup pour obtenir sa force, et maintenant c'est le contraire, c'est le loup qui boit le sang des guerriers. Plutôt ironique, non ? D'autant que la guerre n'a pas pour seule vertu de mettre de nouveaux cadavres sur les chemins. Non, qui dit guerre dit destruction et nouvelles maladies. En cette fin de Moyen-Âge, les maladies qui touchent les armées comme la malaria, la dysenterie ou autres maladies qui dérangent les intestins, C'est la chiasse, c'est la dysenterie. La dysenterie. Ah bon ? Oui. Ces maladies donc tuent autant que les combats, voire même plus. Les ravages amènent les disettes, amplifiées par le climat qui joue des siennes. Et oui, vous vous souvenez, on en a parlé dans l'épisode sur le froid au Moyen-Âge, le XIVe siècle, c'est le début de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. Cette longue période qui va durer jusqu'au milieu du XIXe siècle, durant laquelle la température moyenne baisse d'environ 1 degré en Europe. Le climat se refroidit, les étés se font pluvieux et les hivers glaciaux. Au cœur du petit âge glaciaire, certains glaciers des Alpes avancent de 40 mètres par an. La dégradation du climat nuit aux récoltes et les famines se multiplient durant les 2 derniers siècles médiévaux. Bon, alors si on fait le compte, tout ça fait quand même bien plaisir aux loups. La guerre et les épidémies produisent des cadavres à la pelle, le refroidissement du climat produit des famines qui, elles aussi, multiplient les cadavres. Mais quand la neige recouvre les champs et que le froid pénétrant en vient à fendre les troncs des plus grands arbres, la nature souffre autant que la civilisation. L'abondance de cadavres vient donc à point nommé pour le loup, dont les ressources habituelles ont tendance à diminuer. Par ailleurs, la désorganisation générale de la société lui profite aussi. Si la monarchie française du XIIIe siècle avait les moyens d'être conquérante face aux prédateurs, elle a désormais d'autres chats à fouetter. La guerre coûte cher, l'édifice monarchique craque de partout, le pays est désolé par des bandes de mercenaires sans solde, alors le loup passe après tout ça. Globalement, la pression exercée par les pouvoirs publics sur le prédateur tend à diminuer, à s'alléger. Dans le même temps, les loups affamés s'enhardissent et goûtent à la chair humaine des cadavres qui jonchent les routes et les rues des villes. Franchement, si vous voulez mon avis, tout ça va mal finir. En ce 8 ans, furent les loups si enragés de manger chair d'hommes, de femmes et d'enfants, quand la dernière semaine de septembre, estranglèrent et mangèrent 14 personnes. Que grands, que petits,
entre Montmartre et la porte Saint-Antoine, que dedans les vignes, que dedans les marais. Et s'ils trouvoient un troupeau de bestes, ils assailloient le berger et laissoient les bestes. La vigile Saint-Martin fut enchâssé un loup terrible et horrible, que l'on disoit que lui tout seul avoit fait plus de douleur devant dite que tous les autres. Celui jour fut pris et n'avoit point de queue, et pour ce fut nommé Courtauld. Et parloit autant de lui que comme d'un larron des bois ou d'un cruel capitaine, et disoit-on aux gens qui alloient au champ, gardez-vous de Courtauld. Il celui jour fut mis en une brouette, la gueule ouverte, et mené parmi Paris, et laissoit les gens toutes choses à faire, fût-ce boire, fût-ce manger, ou toute autre chose nécessaire, pour aller voir Courtauld, et leur valut plus de 10 francs de prime. Dans cet extrait, le bourgeois de Paris ne narre que l'une des nombreuses histoires horribles qui désolent alors le royaume de France, plongé en plein chaos. Nous sommes en 1439. En ce milieu de XVe siècle, il n'est pas rare de voir les loups affamés entrer dans les villes la nuit pour dévorer ce qu'ils y trouvent, enfants ou adultes. La faim fait sortir le loup du bois. En 1362, entre Avranches et Coutances, plusieurs enfants sont retrouvés dévorés en pleine campagne. En 1408, un loup franchit l'enceinte de Grenoble. En 1421, au cœur des terribles combats opposant en Île-de-France le dauphin Charles et l'armée anglaise, les prédateurs n'hésitent pas à pénétrer dans les villes pour étrangler des enfants et s'en repaître. Bref, c'est pas la joie. Et le comble, c'est que les louvetiers, incapables de protéger les populations, continuent à exiger la taille au loup à chaque fois qu'un animal est capturé. En 1395, sous la pression populaire, le roi Charles VI, celui qui est fou, vous vous souvenez, supprime le droit de taille au loup dont les louvetiers abusaient trop souvent. Écoutez un peu. Que toutes les commissions données par nous à quelque personne que ce soit pour prendre loup en notre dit royaume cessent. Et voulons que ceux qui les ont n'en usent plus dorénavant, ne prennent aucun profit à cause ni sous l'ombre d'icelles, lesquelles nous révoquons par ses présentes. 18 ans plus tard, en 1413, il décide d'enfin libéraliser la chasse au loup. La cause est claire, écoutez. Pour ceux que plusieurs louvetiers et loutriers se sont efforcés plusieurs fois d'empêcher les bonnes gens de prendre et tuer les loups, et d'empiler les termes de leur commission et exiger sur le pauvre peuple par fraude et mauvaise malice grande somme de deniers, permettons par ces présentes que toute personne, de quelque état qu'elle soit, puisse prendre, tuer et chasser sans fraude tout loup et loutre, grand ou petit, mais que ce ne soit au préjudice des droits de garenne des seigneurs. Ah, c'est savoureux la langue médiévale, non ? Tiens, d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il parle des loutres également. Alors rassurez-vous, personne ne mourrait alors dévoré par les loutres, mais ces animaux étaient classés dans la catégorie des bêtes puantes, aussi appelées gibier noir, aux côtés des sangliers, des chats sauvages, des renards et donc évidemment des loups. Bref, ça bouge pas mal du côté de la chasse aux loups, mais cet éclair de lucidité royale ne va pas durer longtemps. En 1395, Charles VI avait tenté de remplacer l'impôt levé sur les habitants, la taille au loup, vous savez, par une prime payée directement par le trésor royal. Oh, oulala, allez, le jackpot! Sauf que le trésor royal est au début du XVe siècle un véritable panier percé. Un peu comme aujourd'hui finalement, c'est une constante française. Ce vœu pieux n'est donc tout simplement pas réaliste. Son successeur, Charles VII, encore plus impécunieux que lui, vu qu'il s'est fait piquer la moitié de son royaume par les Anglais, n'a pas d'autre choix que de rétablir la taille au loup en 1426. Tout au plus se borne-t-il à doter les louvetiers de lettres de commission qui expliquent clairement ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. L'institution va de toute façon se structurer en même temps que l'État monarchique. À partir de 1466, tout ce beau monde est chapeauté par le grand louvetier de France, un certain Pierre de Hannequeux, qui vit très confortablement de sa charge avec une dotation de 400 livres annuels. Pour vous donner une petite idée, un maçon de 1466 touchait à Paris environ 30 livres par an,
donc là, notre grand louvetier, il touche environ 13 fois plus. Et oui, hein, ça rapporte la chasse au loup. En cette toute fin de Moyen-Âge, les temps changent. Les campagnes européennes, et surtout françaises, semblent infestées de loups. En 1461, une décennie après la fin des combats, on tue 277 loups dans la région parisienne. C'est 20 ou 30 fois plus que les prises à l'époque de la Révolution. La nature sauvage est donc aux portes de Paris. Forcément, avec les difficultés du siècle précédent, les espaces naturels ont repris leurs droits. La forêt, les marais et les landes ont progressé, les taillis triomphent là où autrefois la charrue régnait en maître. La France va encore souffrir, ça c'est sûr. Les 16e et 17e siècles ne sont pas des périodes bénies, et les déprédations des loups vont suivre une courbe en accordéon, collant de près au malheur du temps. Mais ça, on va en reparler parce qu'on n'y est pas encore. À la fin du XVe siècle s'amorce une période de reconstruction pour la France et d'essor économique général pour l'Europe. C'est l'époque des fougueurs avec leurs mines d'argent, des grandes découvertes, du développement de l'industrie et des guerres d'Italie. Mais une autre révolution progresse à bas bruit qui va sceller le destin du loup. Cette révolution, c'est celle du mouton. Avouez que vous ne l'aviez pas vu venir celle-là. À la fin du XVe siècle, la laine est l'industrie par excellence. Elle a fait la fortune des plus grandes villes flamandes et italiennes. Un réseau commercial tentaculaire s'est développé pour relier les zones de production lainière aux zones industrielles où la laine est tissée jusqu'à porter ce drap à l'artisan qui va le transformer en vêtements. Ça produit à tour de bras et la demande croissante ouvre de nouvelles opportunités commerciales. Avec la guerre de 100 ans et les difficultés commerciales bien évidentes qui l'accompagnent, la production de laine anglaise a pris du plomb dans l'aile. D'autres zones se sont alors lancées dans l'aventure, notamment la Castille. À la fin du XVe siècle, c'est toute l'Europe occidentale qui semble être prise d'une folie de la laine. Les troupeaux progressent partout. Ça broute dans tous les coins et on peut clairement le dire, le paysage agricole est en pleine mutation et le mouton prend peu à peu une place qu'il n'avait jamais eue auparavant. Or, l'arrivée en masse de troupeaux de moutons change profondément le paysage. Si vous avez déjà visité l'Écosse par exemple, eh bien ça n'a pas pu vous échapper. C'est quand même sacrément tondu comme environnement. Ça, c'est dû à l'ultra-spécialisation autour du mouton à partir de la fin du XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle le mouvement des clearances. Bon, alors là c'est un exemple extrême, mais vous voyez le tableau. Pour nourrir les moutons qui peuplent l'Europe dès le milieu du XIVe siècle, il faut de nouveaux prés. Dans le même temps, la croissance économique met à mal les forêts qui avaient progressé durant les XIVe et XVe siècles. On déboise à tour de bras et l'agriculture reprend les terres qu'elle avait abandonnées durant les heures médiévales les plus sombres. C'est également dans ces décennies charnières que se développe à grande échelle un système pourtant ancien, celui de la transhumance. On trimballe les troupeaux entre les alpages d'été et les prairies d'hiver qui sont situées dans les plaines. Pour vous donner une petite idée, au milieu du XVIe siècle, c'est plus de 300 000 moutons qui quittent la région de Maremme, en Toscane, pour progresser lentement vers les alpages des Apennins. 300 000! Forcément, cet afflux soudain de nourriture et plus largement la modification profonde de l'écologie des paysages, ça change les habitudes du loup. On l'a dit, le loup c'est un opportuniste. Il mangeait des cadavres au XIVe siècle, maintenant il va manger des moutons. L'abondance de nourriture tend à rétrécir naturellement la taille des territoires contrôlés par chaque meute et donc à permettre une plus grande densité de loups. Ce changement économique va avoir de graves conséquences pour la cohabitation entre l'homme et le loup. Dès la fin du XVe siècle, toutes les conditions sont réunies pour faire passer le prédateur du rang de calamité à celui d'ennemi juré.
Désormais, c'est une lutte à mort qui va s'engager avec en ligne de mire, 4 siècles plus tard, la destruction presque totale des loups européens. Presque entièrement vidée de ses loups au XVe siècle, l'Angleterre produit une laine d'une qualité exceptionnelle, car les bergers peuvent laisser les moutons dormir dehors sans danger. Sur le continent, aucun meneur de troupeau ne veut souffrir de cette concurrence déloyale, et le loup devient un facteur de perte économique sévère. Pourtant, ce n'est pas la rationalité nouvelle d'une époque industrieuse qui va mener à l'extermination du loup. Bien au contraire, cette entreprise méthodique de destruction du prédateur va trouver son carburant dans une peur panique, une terreur psychotique qui saisit l'Occident, et en particulier la France, à partir de la fin du XVe siècle. Après le temps du loup vénéré, à l'aube du Moyen-Âge, puis le temps du loup ridiculisé et diabolisé, c'est désormais le temps du loup fantasmé, du grand méchant loup, du prédateur sanguinaire. Un temps d'horreur et de cruauté. C'est désormais le temps de la bête. On associe souvent la période de la Renaissance avec l'espoir. L'espoir d'un nouvel avenir, avec la découverte de nouvelles terres, le développement d'une nouvelle architecture, la floraison des arts et la redécouverte des maîtres antiques. Mais en réalité, l'émotion qui caractérise le mieux cette période charnière des XVe et XVIe siècles, c'est la peur. Dans les années 1970, un historien du nom de Jean Delumeau a travaillé sur la notion de peur dans cette longue période entre le XIVe et le XVIIIe siècle, et sa découverte est sans appel. Pour lui, l'Occident de cette époque se vit comme une citadelle assiégée. Ce n'est pas exagéré de parler d'une véritable psychose, et ça ne devrait pas vous étonner si vous avez écouté l'épisode sur la chasse aux sorcières. On craint plus que tout ceux qui vivent parmi nous tout en prêtant allégeance à des puissances obscures. Les sorcières, les loups-garous, ceux qui savent maudire une récolte ou frapper un couple d'infertilité. Et c'est dans cette époque troublée, malsaine, soupçonneuse, que la peur du loup enfle et s'étend jusqu'à devenir une terreur viscérale. Elle en vient à dépasser largement la perception rationnelle que l'on peut avoir du prédateur lui-même. Certes, les loups sont nombreux au XVIe et XVIIe siècle, mais pas forcément plus nombreux que dans les siècles passés, en tout cas pour ce qu'on en sait. Non, désormais le loup entre dans la catégorie du surnaturel, de cette nature sauvage effrayante et pilotée par le démon. Le développement exceptionnel des sources d'archives jusqu'à la Révolution française nous permet de le voir très clairement. Si on devait se contenter au 1er siècle du Moyen-Âge de quelques mentions qu'on pouvait trouver par-ci par-là, maintenant, avec les registres de baptême, de mariage et de sépulture, ainsi qu'avec la presse écrite, qui naît et qui se développe très rapidement, on a désormais plein de sources qui parlent du loup. Et ce qui est marquant, c'est ce fameux phénomène des bêtes. C'est en l'an 1764 que la bête apparut sur nos terres édificiennes. Sous ses assauts, le pays de Gévaudan s'enfonçait peu à peu dans les ténèbres. La bête, c'est un qualificatif qui veut tout dire. Ce n'est pas seulement un loup, c'est plus que ça. C'est un péril mortel, un démon aux dents acérées, dont la puissance et la voracité dépassent l'entendement. Vous connaissez bien sûr la fameuse bête du Gévaudan, qu'on ne présente plus d'une centaine de victimes humaines en seulement 3 ans, sur la période entre 1764 et 1767, avec pour cadre les étendues boisées et montagneuses de la Lozère et de la Haute-Loire. Mais c'est loin d'être la seule. En fait, dès la fin du XVe siècle, on commence à percevoir ce phénomène nouveau. En 1483, par exemple, le chroniqueur Philippe de Vigneul raconte la terrible histoire d'une maudite bête, comme il l'appelle, qui a étranglé et dévoré une quarantaine d'enfants dans les villages qui entourent la ville de Metz. En 1545, autour de Dijon, c'est une bête sauvage et estrange qui sème la désolation.
Et là, c'est parti. Le phénomène des bêtes va se propager à toute la France. Les 17e et 18e siècles sont les 2 grands siècles des bêtes. C'est pas dur, on en trouve partout. C'est l'époque où Charles Perrault fait du grand méchant loup l'antagoniste naturel de ses contes, en reprenant notamment l'histoire du petit chaperon rouge qui circule depuis le milieu du Moyen-Âge. Et qui, je tiens à le souligner, est dépourvu de connotations sexuelles. Merci de ranger votre manuel du petit psychologue. Eh, franchement, elle a l'air succulente. Ah, vas-y, casse-toi, c'est moi qui l'ai vu en premier, oui. Tu l'as vu en premier, ouais. Alors arrêtons-nous là justement sur ce petit conte bon enfant pour nous attaquer à une question épineuse. Mais alors, est-ce que les loups mangent les humains? Les loups anthropophages sont-ils véritablement une réalité historique? Ou est-ce que la bête du Gévaudan, comme ses comparses moins célèbres, étaient en fait des animaux dressés à tuer par des fous sadiques? Alors cette question, encore aujourd'hui, elle fait largement débat, c'est peu de le dire. À propos du loup anthropophage, on assiste à un cas d'école de projection du présent sur le passé. Le loup a disparu de France en 1926 et son retour naturel depuis l'Italie nous laisse un peu abasourdis finalement. Est-ce qu'on doit le laisser reprendre sa place historique et trouver cette fois-ci un moyen de coexister pacifiquement avec lui? C'est la volonté de ceux qui voient dans le loup le symbole de la nature sauvage qui renaît de ses cendres après son extermination. Ou est-ce qu'au contraire, on doit finir le travail et cantonner l'espèce à quelques rares individus isolés dans leurs montagnes? C'est la volonté de ceux pour qui le loup et l'homme sont des ennemis mortels, incapables de cohabiter, destinés à se faire la guerre jusqu'au triomphe total de l'un des deux. Mais finalement, dans les deux cas, nous reproduisons exactement ce que nous reprochons au passé. Nous plaquons une lecture culturelle et symbolique sur un animal sauvage. Mais alors pour nous autres, passionnés du Moyen-Âge, la question n'est pas là. Non, nous, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que le loup a mangé l'homme dans les siècles qui nous ont précédés? Est-ce qu'il était bien la bête féroce décrite par les journaux sous Louis XIV, la maudite bête tapie dans les fourrés, prête à dévorer les enfants insouciants qui se promènent dans les bois? Pour répondre à cette question, je dois dire que j'ai convoqué des travaux qui penchent sur les deux bords de ce que j'ai décrit précédemment. J'ai lu à la fois des historiens plutôt défavorables au retour du loup et des historiens qui y sont favorables. Et voici ce que j'en retire, c'est cadeau. Déjà, oui, c'est un fait, le loup historique a été anthropophage. La réalité des siècles médiévaux et modernes est que l'on pouvait se faire dévorer par un loup, surtout si l'on était un enfant. Ce simple fait soulève déjà deux questions. Oui, je vous préviens, c'est une réflexion à tiroir, prenez donc un bon café parce qu'on a du boulot. Deux questions donc. La première, est-ce que c'était fréquent? Genre, est-ce que c'était un risque quotidien ou quelque chose d'exceptionnel? Pour la France, l'historien Jean-Marc Morisseau a recensé 3000 attaques environ sur 5 siècles. Alors évidemment, les archives sont lacunaires, donc il y a de gros trous, et les attaques sont concentrées plutôt sur l'époque moderne. Mais même en acceptant ce biais, ça fait très peu en termes objectifs. 3000 attaques sur 15 à 20 millions d'habitants et sur plusieurs siècles, ça reste modéré. Sur la région de Lombardie en particulier, on estime qu'au XVIIIe siècle, il y avait environ une attaque mortelle tous les 4 ans. Donc la réponse à cette première question est non. Les attaques n'étaient pas fréquentes et au demeurant, finir croqué par un loup était bien moins probable que de mourir en bas âge d'une maladie infantile du style variole ou même que de mourir de faim, tout simplement. Deuxième question donc, si vous suivez, pourquoi? Oui quand même, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne recense jamais d'attaque de loup sur l'homme, mais que les siècles passés en ont vu des tas? Est-ce que le loup a évolué à ce point pour passer d'une horrible bête cruelle et féroce à un animal craintif planqué dans sa forêt? Là, à mon avis, c'est vraiment la partie passionnante, et c'est ici qu'on peut apporter toute la nuance nécessaire à ce genre de débat. On va le redire une dernière fois, le loup est un animal opportuniste, qui modifie son comportement en fonction de son milieu. Et disons-le clairement, la force principale qui fait évoluer le biotope du loup, c'est l'être humain. Vous l'avez compris, les périodes historiques ont vu une succession d'accroissements et de relâchements de la pression humaine sur l'environnement.
Durant le Haut Moyen-Âge, les espaces naturels progressent et la pression décroît. Le loup a largement assez à manger dans les landes, les marais et les futaies pour se rassasier et faire ses petits. Avec la croissance économique du Moyen-Âge central, les espaces naturels se réduisent. Les marais sont asséchés, les forêts défrichées pour installer des champs. La limite entre l'homme et le loup se fait donc plus dure, plus excluante. La pression s'accroît. Puis, avec les malheurs de la fin du Moyen-Âge, la nature reprend ses droits et la pression se relâche à nouveau. Au moment de la grande peur du loup, lorsque les attaques mortelles désolent les campagnes, la situation est un peu différente. Non seulement les espaces naturels se sont à nouveau réduits, mais en plus le développement exponentiel de l'élevage ovin et bovin bouleverse le biotope du loup. Il a désormais des troupeaux tout beaux tout frais qui se baladent sous son nez, et la plupart du temps, ils ne sont gardés que par de jeunes enfants. Donc franchement, c'est l'aubaine. Et avec ces deux modifications, la proximité entre le loup et l'humain se renforce. Autre facteur majeur, c'est l'abondance de cadavres. On en a déjà parlé, avec les épidémies, les famines et les guerres qui désolent les 15e, 16e et 17e siècles, de nombreux corps sont laissés à l'abandon et servent de pitance aux loups affamés. Et ça, c'est pas anodin. En devenant nécrophage, le prédateur s'habitue à manger de l'humain, tout simplement. Cette abondance de nourriture, bien malheureuse, il faut le dire, participe encore à rapprocher physiquement le loup des humains et augmente fortement le risque de l'anthropophagie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'en voit plus du tout aujourd'hui. Partout en Europe, le loup est bien tranquille dans les espaces montagnards qui ont été vidés de leurs habitants par l'exode rural. Ils ont de vastes forêts pour eux tout seuls et n'ont aucune envie ni de croquer les humains, ni même d'en voir le bout du nez. Bonne chance d'ailleurs pour en voir un si vous vous baladez dans les Alpes. Avec son odorat surdéveloppé, il sera parti avant même que vous le voyiez. Donc voilà, on a déjà bien avancé dans notre réflexion. Oui, le loup a été anthropophage dans le passé, non, ce n'était pas si fréquent, et oui, c'est notamment dû à des facteurs sociaux, économiques et environnementaux. Pour savoir si le loup d'aujourd'hui va redevenir un mangeur d'hommes, il faudra attendre la prochaine épidémie de peste, désolé. Mais alors, si le risque n'était pas si élevé, pourquoi une telle peur? Est-ce que c'est vraiment si féroce, un loup? Est-ce que le prédateur est vraiment la bête cruelle, sanguinaire et avide de carnage que les sources nous présentent? Alors là, on s'enfonce encore plus loin dans la réflexion, je vous préviens, mais restez quand même, c'est passionnant. Déjà, parlons un peu de biologie, voulez-vous? Dans les sources, il est très rare, d'ailleurs je crois même que ça ne se trouve pas, de voir des attaques de meutes de loups. En tout cas, on ne voit pas d'attaque de meute sur l'humain en plein jour, contrairement à ce que les loups font avec les cervidés, par exemple. Les attaques historiques sont le fait de loups isolés qui n'appartiennent à aucune meute et elles sont également perpétrées de temps en temps par des louves qui cherchent à nourrir leur louveteau avec un petit berger bien gras. Pas de bol, généralement, les gamins envoyés garder les moutons ne sont pas si gras, mais bon, ça fera l'affaire. Pourquoi mange pas de viande? On pourrait les manger. Cela étant, l'attaque d'un loup, même isolé, ça fait flipper. C'est quand même un sacré spectacle, il faut bien le dire. Le comportement carnassier du loup est très impressionnant. C'est une sorte de rituel durant lequel il se jette férocement sur sa proie, provoquant la fuite des autres animaux. Après le carnage, le reste du troupeau comprend que le loup est rassasié et commence à se calmer. C'est ce retour au calme qui apaise le prédateur et lui permet de sortir de sa frénésie meurtrière. Ça, en tout cas, c'est vrai pour les troupeaux sauvages, comme les biches ou les sangliers, ou même les porcs semi-sauvages des premiers siècles médiévaux. C'est une sorte d'instinct partagé ancré dans les comportements animaux depuis des millénaires. Pour les troupeaux de moutons, par contre, c'est une toute autre histoire. Les moutons ont perdu tout instinct naturel, et l'arrivée du loup cause chez eux une véritable panique que rien ne peut canaliser.
Sans retour au calme, le prédateur tue tout ce qui lui passe sous les crocs, sans aucune distinction. C'est encore pire d'ailleurs si les moutons sont parqués ou si le loup s'introduit dans la bergerie. Rien n'arrête alors son instinct carnassier. C'est ce comportement qui vaut au loup sa réputation de tueur sanguinaire, qui tue plus qu'il ne mange. Et effectivement, quand on voit les photos, ça fait froid dans le dos. Du sang partout, des brebis éventrées, des animaux déchirés par les crocs et les griffes du prédateur. Outre ce comportement naturel, ou plutôt sa dérive face aux moutons et aux troupeaux artificiels, il y a un autre élément qui a entretenu la réputation de férocité du loup, et c'est la rage. Alors, ce n'est pas évident de retracer l'histoire de la maladie, même si on sait qu'elle remonte au moins à la haute antiquité. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le loup y est très sensible. Bon, le blaireau aussi, mais honnêtement, c'est quand même plus flippant de voir un loup la bave aux lèvres, prêt à vous ouvrir en deux, qu'un blaireau un peu féroce. La rage pose tout de même pas mal de problèmes à l'historien, parce que les sociétés anciennes ne l'identifiaient pas toujours comme tel, et que le nom des maladies n'était pas toujours aussi précis dans les époques les plus reculées. En tout cas, c'est clair que les épidémies de rage ont fortement marqué les esprits quant à la vision culturelle du loup. Il faut dire qu'un loup enragé, c'est quand même très impressionnant. La puissance du prédateur n'a plus aucune limite, et les braves paysans qui se dressent face à la bête pour la mettre hors d'état de nuire finissent souvent par être mordus eux-mêmes. Et il faut bien se souvenir qu'avant Pasteur, la rage n'avait aucun remède ni palliatif, en dehors des prières à Saint-Hubert, bien évidemment. Mais ce qui est bon aussi, c'est 2 tartines de Saint-Hubert oméga 3 le matin. Donc effectivement, il y a chez le loup des comportements qui peuvent soutenir cette réputation de férocité et de cruauté, mais ces comportements ne sont pas normaux ni habituels. Il y a toutefois d'autres raisons qui expliquent cette réputation. On l'a dit, déjà il y a la vision très négative de l'Église qui identifie le loup à un animal diabolique, foncièrement mauvais. On en retrouve la trace jusque chez Buffon au milieu du XVIIIe siècle, avec cette citation qui n'y va pas par 4 chemins. Désagréable en tout, la mine basse, l'aspect sauvage, la voix effrayante, l'odeur insupportable, le naturel pervers, les mœurs féroces, il est odieux, nuisible de son vivant, inutile après sa mort. Et paf, prends ça le loup. Mais en dehors des aspects culturels et biologiques, il faut souligner qu'il y a des raisons économiques, rationnelles ou pas, qui poussent les Européens des siècles passés à détester le loup. Déjà, il y a l'impact de sa prédation sur les sociétés dépendant de l'élevage ovin ou bovin. Dans les sociétés pastorales, l'animal à cornes ou à laine est un capital essentiel de haute valeur. Donc forcément, on n'est pas très content quand notre investissement se fait croquer. Alors relativisons toutefois cette affirmation, puisque les épizooties, donc ces maladies qui dévastent les troupeaux, ou même les déprédations des mercenaires sans paye à la fin du Moyen-Âge, étaient des risques bien plus probables et surtout bien plus dévastateurs pour le bétail de toutes sortes. Cependant, le loup était et reste aujourd'hui un bouc émissaire. Quand les temps sont durs, on accuse plus facilement le loup car ces dévastations viennent s'ajouter à toutes les autres difficultés. Perdre les brebis rescapées d'une épizootie sous la dent d'un loup donne quand même fortement l'impression au berger d'un acharnement du prédateur sur ses maigres possessions. Et c'est d'autant plus vrai que la hardiesse des loups s'accroît quand les temps sont durs, justement. Plus le temps est glacial et que l'hiver frappe durement, plus les loups affamés prennent de risques pour gagner leur pitance. Mais ce n'est pas tout. On l'a vu, le loup, c'est également un investissement pour les chasseurs. Tuer un loup, c'est sacrément lucratif. Au fil des siècles, les primes ont eu tendance à évoluer, à la hausse ou à la baisse, selon le péril supposé, mais globalement, entre le XIVe et le XVIIIe siècle, elles correspondaient souvent à 10 jours du travail d'un artisan. Et dernier aspect économique, qui dépasse quand même un peu notre période, c'est la presse écrite. C'est particulièrement vrai dans l'histoire de la bête du Gévaudan, puisque le morbide et le sanglant, ça fait vendre quand même. Et comme l'Occident a peur, on joue sur ces peurs. Comme beaucoup de phénomènes culturels, la peur du loup à l'époque moderne n'a pas grand-chose de rationnel. Elle est même assez spécifiquement française, puisque le royaume de France se distingue de ses voisins par la panique qui a saisi ses habitants entre le XVe et le XVIIIe siècle à propos du prédateur qu'on imaginait tapi dans l'ombre, prêt à dévorer quiconque passait à portée de ses redoutables crocs. Pourtant, cette peur irrationnelle a mené à une conséquence très concrète, l'extermination du loup.
Conduite avec une rationalité économique terrifiante à coups de pièges, de poisons et de battues, l'entreprise de destruction du grand prédateur a culminé au XIXe siècle jusqu'à ce que le dernier loup de France soit tué en 1926. Seuls demeurent dans l'inconscient collectif les fantômes de cette guerre millénaire, de cette peur viscérale qui a terrifié l'Occident à la simple pensée d'une gueule bardée de crocs qui émerge des profondeurs de la forêt sauvage. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, à commenter et à partager cet épisode autour de vous. Comme d'habitude, vous retrouverez l'ensemble de la bibliographie et des morceaux de musique utilisés dans la description. Et dans cette fameuse description, je vous mets également le lien vers mes réseaux sociaux et ma page Patreon. Votre soutien m'est essentiel pour continuer cette belle aventure du Moyen-Âge dans tes oreilles, donc je compte vraiment sur vous. Il n'y aura pas d'épisode des aventures de Jacob ce mois-ci, donc autant vous le dire tout de suite, le sujet du prochain épisode va vous donner la chair de poule. Après avoir découvert le loup dans son environnement naturel, nous allons en effet partir sur les traces d'un monstre qui hante l'imaginaire médiéval et moderne, le loup-garou. C'est donc à un épisode spécial Halloween que je vous convie pour le mois d'octobre. Préparez vos balles en argent et faites vos prières, car si vous ratez la bête, elle vous sautera dessus et vous transformera vous aussi en un hideux lycanthrope assoiffé de sang humain. À la prochaine!